Alors pour débuter, je vais lancer une courte vidéo. Notre monde est toujours plus numérique. Et d'ici 2020, quelques 50 milliards d'appareils seront connectés. L'Internet of Everything crée des opportunités partout dans le monde pour les entreprises. Mais alors que le réseau mondial s'agrandit, les vecteurs d'attaque se multiplient, offrant aux hackers des opportunités encore plus belles. Dans ce contexte dynamique, la sécurité doit être aussi développée que l'Internet of Everything lui-même. Cisco, avec son approche axée sur les menaces, offre un système de sécurité amplifié unique et simple. Et parallèlement, une grande visibilité, un contrôle continu et une protection avancée pour le réseau dans son ensemble. Notre stratégie holistique implique d'agir à chaque stade de l'attaque, avant, pendant et après, et permet plus d'efficacité et des délais de détection et d'intervention plus courts. Avec cette approche, les entreprises peuvent aborder sereinement les opportunités qu'offre l'Internet of Everything. Protégez votre réseau et faites de la sécurité un facilitateur commercial grâce aux solutions de sécurité que vous propose le concepteur original du réseau. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. La courte vidéo que vous venez de voir introduit un sujet important pour Cisco, pour moi, qui est le sujet de l'Internet et de la transformation numérique à venir. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement d'un des éléments de cette transformation numérique, qui est l'Internet des objets. Internet des objets dont on entend de plus en plus parler, qui va certainement encore s'inviter quelques années au FIC, j'en fais le pari. Et Internet des objets dont on imagine tous qu'il va être un enjeu probablement important de la sécurité des systèmes d'information. Moi, je parie sur le fait que la sécurité de l'Internet des objets est certainement le principal enjeu du développement de ce sujet. Ce qu'on peut penser, c'est que la transformation numérique va faire de toutes les entreprises et du processus informatique dans les entreprises un des éléments clés. Même des entreprises qui étaient aujourd'hui pas forcément des entreprises orientées autour du sujet de l'informatique vont devenir dépendantes et utiliser largement l'informatique, ce qui va faire de ce process un élément important sur lequel la sécurité va être un enjeu essentiel. On imagine bien qu'il sera nécessaire dans l'avenir de bien maîtriser ces risques. Il sera évidemment nécessaire de donner énormément de confiance aux utilisateurs qui viendront se connecter sur les réseaux de l'entreprise. Donc le sujet de la confiance et les sujets de la sécurité restent essentiels à ce que cette transformation numérique et donc à ce que l'Internet des objets apparaisse vraiment dans l'avenir. Donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de toucher du doigt les différents enjeux de sécurité et surtout de montrer qu'il existe des solutions pour renforcer la sécurité, pour renforcer la confiance autour de tout ça, et que même si l'Internet des objets ressemble un petit peu aujourd'hui à une jungle de différents constructeurs et de différentes technologies, il y a des méthodes pour le sécuriser. Donc l'Internet des objets, c'est une formidable opportunité pour nous tous, pour les professionnels, pour les particuliers. Mais ce que ça apporte aussi, l'Internet des objets, c'est une formidable perméabilité entre les différents mondes. On se rend bien compte que l'Internet des objets touche évidemment les réseaux bureautiques, les réseaux d'entreprise, les réseaux industriels, les réseaux grand public, touche aussi les réseaux sociaux parce que beaucoup des objets connectés viennent naturellement se référencer à l'intérieur de réseaux sociaux et donc amènent une perméabilité qu'on n'avait jamais eue jusque-là. Pour entrer dans le vif du sujet, alors tout à l'heure, lorsque tu as fait la présentation, tu as dit 50 milliards de dollars d'opportunités. Non, c'est 50 milliards d'objets connectés. 50 milliards d'objets connectés à l'horizon 2020. C'est ce que Cisco aujourd'hui prédit en termes d'évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2003, donc au démarrage des premières études sur le sujet, il y avait 500 millions d'objets connectés.
Donc je vous laisse imaginer entre 2003 et 2020 l'évolution de 500 millions à 50 milliards d'objets connectés, sachant qu'en 2020, on sera à peu près 7,6 milliards d'habitants sur Terre. Ça veut dire 7 objets connectés par habitant, sachant qu'il y a des grandes disparités dans l'usage de ces objets-là. On imagine bien qu'il y en a qui en auront beaucoup plus que d'autres. Enfin, il suffit aujourd'hui simplement d'aller faire un tour dans un magasin grand public pour voir que tout ce que l'on achète en termes d'équipement de la maison, en termes d'équipement informatique, en termes d'équipement même qui vont rentrer dans la cuisine, sont des éléments qui sont connectés. Donc l'objet connecté va être essentiel et j'imagine que dans quelques années, quand on achètera un frigo, il n'existera plus de version non connectée. Alors cette opportunité est extrêmement importante d'un point de vue gouvernement, d'un point de vue entreprise. On parle de 14 000 milliards de dollars d'opportunités pour les 10 prochaines années. Donc ça laisse imaginer les enjeux, ça laisse imaginer la volonté des pays, la volonté des entreprises de se jeter dans ce domaine-là, qui va forcément, de fait, amener des changements technologiques majeurs et importants qu'il est important de comprendre aujourd'hui. Cette opportunité à aller dans les objets connectés est aussi une excellente opportunité, évidemment, pour les hackers. Vous êtes aujourd'hui au FIC, on parle tous d'attaques, on a tous des chiffres. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le champ ouvert aux hackers est gigantesque. Imaginez qu'à chaque objet connecté, en fait, un objet connecté, c'est quoi? C'est une adresse IP, c'est donc une opportunité pour un hacker d'exploiter une vulnérabilité. Lorsqu'on parle de 50 milliards d'objets, on imagine le champ du cybercrime qui se profile derrière tout ça. Et évidemment, les hackers aujourd'hui sont très attirés probablement en premier par la valeur des choses. Et tout a une valeur. Dès l'instant que demain, votre frigo aura une carte de crédit enregistrée pour passer ses courses automatiquement lorsqu'il manque des yaourts, ben, il intéressera un hacker qui viendra essayer de le hacker, de récupérer l'information. Donc tous ces objets connectés représentent un intérêt qui est chiffré aujourd'hui à un peu plus de 500 milliards de dollars d'économie, et intérêt qui est en train de mettre en place toute une industrie. C'est-à-dire que autant le hacking, il y a quelques années de ça, était réservé à quelques spécialistes, aujourd'hui, c'est des écosystèmes, des écosystèmes qui vont mettre en place des stratégies qui vont se répartir les revenus de leurs méfaits. Si on regarde un petit peu d'ailleurs un sujet qui a été mis en avant par notre étude, alors Cisco sort tous les ans le Cisco Security Report, qui a été édité la semaine dernière, qui existe en version française d'ailleurs, ce qui est très intéressant, qui est en fait l'élément de communication de notre équipe de recherche qui s'appelle Talos et qui montre l'état de l'art de la sécurité, comment les choses évoluent et quelques faits d'armes qu'elle a pu réaliser l'année dernière. Et parmi ces faits d'armes, il y a un sujet intéressant et qui montre l'ampleur des choses. Ce sujet-là est intéressant à deux titres. Le premier, c'est de montrer à quel point le crime aujourd'hui est organisé. Lorsqu'on regarde cette attaque qui se base sur un toolkit qui s'appelle Angler, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est tout un écosystème dans lequel il y a des gens qui émettent des mails, dans lequel il y a des gens qui fabriquent des malwares, dans lequel il y a des gens qui mettent à disposition des serveurs. D'ailleurs, c'est compliqué parce que c'est des serveurs qui sont repérés assez rapidement. Donc, il faut changer plusieurs fois par jour les serveurs. C'est des gens ensuite qui vont pousser on parlait de crypto-lockers, qui vont pousser des crypto-lockers, qui vont ensuite récupérer de l'argent. C'est donc tout un écosystème de personnes, avec certainement à la tête un commanditaire, mais c'est un écosystème qui se nourrit et qui génère, si on regarde juste celui-ci, à peu près 34 millions de dollars par an. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes que ça peut nourrir, d'autant plus que, quelque part, il n'y a plus besoin d'attaquer une banque. Donc les risques sont relativement faibles pour celui qui mène l'action, d'autant qu'il la mène depuis des pays lointains où ça va être difficile de le retrouver. Mais voilà,
on perçoit le cybercrime, on perçoit l'organisation qu'il y a derrière et l'impunité, parce qu'une fois que les choses sont cassées et qu'on a réussi à arrêter ce système-là, ben, il reprend quelques semaines plus tard sous une autre forme. Donc on voit l'organisation, et l'autre chose importante que ça montre, c'est le côté très lucratif de ces organisations. Donc encore une fois, le sujet de l'Internet des objets, avec ses 50 milliards d'objets, on imagine les opportunités que ça peut ouvrir. Ce qui est aussi intéressant de lire dans cette étude de Cisco, c'est le fait que les grands éditeurs de l'IT se sont rendus compte qu'il était important de montrer une image positive de leur développement, et que certains éditeurs, par exemple comme Adobe, qui a été pointé du doigt à une certaine époque, ont fait de gros efforts pour corriger et pour créer des correctifs réguliers. Donc les vulnérabilités sur les systèmes comme les systèmes flash ou d'autres qu'on a vus ces dernières années ont tendance à se réduire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'attaquant, ayant toujours tendance à aller vers le plus simple, quand un lion attaque un troupeau de gazelles, il s'attaque évidemment à celle qui court le moins vite. Ben, les attaquants vont certainement se réfugier vers un nouveau domaine qui pointe le nez et qui semble être intéressant et ouvrir de grandes perspectives, l'Internet de l'objet. Alors, pour montrer un petit peu l'étendue du sujet, aujourd'hui, quand on regarde l'Internet de l'objet, c'est énormément de sujets différents. C'est énormément de sujets différents, avec évidemment, pour chacun de ces objets, des problématiques différentes. En tout cas, tous ces objets, que ce soit des objets industriels ou des objets grand public, ils sont conçus dans une optique qui n'a rien à voir avec la sécurité informatique. Ils sont déjà là pour répondre à des contraintes techniques, ils sont déjà là pour répondre à des contraintes économiques, mais la sécurité informatique est souvent un petit peu traitée en retrait, et c'est rare que la sécurité soit mise devant. Si par exemple on regarde deux grandes familles d'objets, côté industrie, on peut par exemple parler d'une centrale électrique, d'une usine de retraitement d'eau. C'est des objets ou c'est des usines qui contiennent énormément d'objets. Aujourd'hui, ils sont tous connectés parce qu'ils doivent être maintenus à distance, surveillés. Il y a des process informatiques importants derrière tout ça. Et ces objets-là, et cette usine-là, elle est faite pour tourner 20 ans, 30 ans. C'est le contrat que la société qui l'a acheté a signé. Et pendant ces 30 ans-là, les périodes de maintenance doivent être le plus court possible. Les rétrofits, donc tout ce qui est remise à jour, doit se faire le plus rapidement possible, et selon des périodes qui sont généralement planifiées longtemps à l'avance. Pas forcément compatibles avec l'actualité des vulnérabilités qui peuvent apparaître à l'intérieur de ces systèmes-là. Donc on voit que voilà, une usine fragile, elle va le rester encore pendant longtemps. Pareil, côté grand public, quand on fabrique un objet connecté pour le grand public, l'important, c'est le coût de l'objet. L'important, c'est la vitesse de mise sur le marché. C'est certainement pas la sécurité. Le fait que votre frigo connecté ou que votre ampoule sur laquelle vous pouvez piloter à distance avec votre iPhone contienne des éléments contienne une vulnérabilité, ça n'empêchera pas qu'elle sera mise sur le marché et qu'elle sera vendue pendant des années sans changer de logiciel. Donc clairement, les objets connectés sont une formidable opportunité pour les hackers d'aujourd'hui et de demain. Et encore une fois, la perméabilité fait qu'une attaque sur un élément peut avoir des conséquences sur les éléments d'à côté. Alors, si on fait un peu l'analogie, j'aime bien cette analogie-là, je la mets en avant régulièrement. Si on fait un peu l'analogie avec la voiture, il y a un siècle de ça, a été inventée sans penser aux accidents de la route, évidemment. On a mis des milliers de voitures sur la route et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des piétons qui étaient écrasés. On s'est rendu compte que quand on prenait un arbre avec une voiture, le chauffeur avait peu de chances de s'en sortir. Et là, les différentes catastrophes, les différents problèmes de fond ont amené le législateur à mettre en place des règles, ont amené les utilisateurs à être exigeants. Aujourd'hui, un siècle plus tard, quand vous achetez une voiture, si elle n'a pas 5 étoiles au crash test, vous ne l'achetez pas tout à fait de la même manière. Donc on peut imaginer que les choses vont évoluer de la même manière sur le sujet de l'Internet des objets. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait quelques catastrophes ou quelques éléments très visibles pour que le législateur mette des règles et pour que les éditeurs de ces objets-là intègrent de manière intrinsèque des éléments de sécurité dans le design de ces outils. Je cite juste quelques accidents industriels. Il y en a un qui est passé relativement inaperçu il y a une quinzaine de jours de ça. Il y a une usine en Ukraine, où il y a plusieurs usines électriques en Ukraine qui se sont arrêtées pendant quelques jours, alors qu'en Ukraine, en ce moment, il fait moins 10 degrés. Et on s'est rendu compte, après analyse, que ces usines avaient été ciblées
par des malwares dont on ne connaît pas forcément l'origine. Alors certains disent évidemment que ça vient du grand frère ou du cousin au-dessus de l'Ukraine, mais il semble en effet que ce soit une attaque commanditée avec comme objectif de couper l'électricité. Si on coupe l'électricité quand il fait -20, ça a des conséquences qui peuvent être des émeutes. Ça a été démontré. Donc voilà les conséquences qu'il peut y avoir derrière tout ça. Donc ces événements-là vont probablement faire évoluer la gouvernance et le fait que les objets soient sécurisés par design dans l'avenir. Mais en attendant que tout ça arrive, il y a des moyens de se protéger quand même. Même si l'objet en lui-même reste compliqué à protéger, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut utiliser pour essayer de faire avancer les choses. Notamment, regardez quel est l'élément et quel est le dénominateur commun de l'ensemble des objets qui sont connectés à Internet. L'élément commun, c'est qu'ils ont une adresse IP. L'élément commun, c'est qu'ils sont obligés d'utiliser un réseau local, qu'ils sont obligés d'utiliser un MAN, un WAN, pour pouvoir échanger les informations entre eux, et que donc tous les échanges vont utiliser et une infrastructure réseau et des services réseau. Donc en utilisant cette infrastructure, en utilisant les services, en utilisant l'intelligence de ces éléments-là, on va pouvoir commencer à maîtriser un peu les choses. Je dirais qu'il y a deux grandes choses à mener quand on veut se protéger. C'est déjà d'avoir une stratégie claire pour la protection. Et la stratégie claire, elle va nous venir naturellement de la menace, du hacker. On va se calquer sur la démarche du hacker, sur la menace, pour être en mesure de décrire la manière dont on va mettre en place les outils, dont on va mettre en place les différents éléments pour se protéger. En gros, pour faire simple, il y a trois phases. Il y a une phase de renseignement initial qui va permettre au hacker d'identifier sa cible. Cette phase initiale va également permettre au hacker de trouver le point faible qui va lui permettre d'acheminer sa charge utile. Donc là, il faut, de notre côté, qu'on connaisse ces infrastructures. On entendait tout à l'heure un des prédécesseurs qui est passé sur la scène parlait de connaître son infrastructure, mais tout à fait, si on ne connaît pas son infrastructure soi-même, on ne peut pas la protéger. On ne protégera jamais quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc la première chose, c'est de se connaître l'ensemble des éléments qui se connectent à son infrastructure, de connaître tous les objets qui se connectent dans une entreprise, de savoir qu'il y a un frigo connecté qui se trouve dans la cafétéria de l'entreprise et que ce frigo connecté, il n'a aucune raison de pouvoir communiquer du coup avec les éléments d'IT qui sont à côté. L'autre chose importante, c'est évidemment préalable de réduire son exposition et de faire en sorte qu'on offre aux attaquants que la plus faible vue sur son entreprise. L'autre élément important, ça va être dans la stratégie d'avoir les meilleurs outils de détection, c'est-à-dire de se protéger pendant l'attaque, et puis surtout de rester vigilant après l'attaque pour que si jamais on n'a pas vu passer les choses, on soit en mesure de réagir par la suite. Et l'autre chose importante sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour se protéger, au-delà de la stratégie, c'est d'être en mesure de mettre en place cette stratégie sur l'ensemble des éléments qui constituent l'infrastructure. La chance qu'on a quand on s'appelle Cisco, c'est qu'on a beaucoup d'infrastructures dans l'ensemble des entreprises, dans l'ensemble des administrations, et qu'on peut s'appuyer sur chacun des éléments de l'infrastructure pour commencer à mettre en place les outils qui vont permettre de transformer ce réseau en un capteur, mais aussi comme un actionneur. C'est-à-dire le capteur, il va permettre de détecter les éléments qui se connectent à l'infrastructure. Le capteur, il va permettre de connaître la progression de la menace. Et l'actionneur, il va permettre d'agir et de bloquer. Donc, j'ai une stratégie, j'ai l'ensemble des éléments de l'infrastructure, mais il suffit simplement que via des éléments techniques, je pose ces stratégies sur chacun des éléments de mon infrastructure. Et normalement, j'ai résolu déjà pas mal de choses. Et si à ça, j'ajoute aussi une capacité à traiter certains des services généraux d'Internet, et je pense par exemple à l'acquisition récente par Cisco d'OpenDNS, aujourd'hui, plus de 90%, je crois que c'est 93% des malwares qui se propagent sur Internet utilisent largement le DNS pour se cacher ou pour avancer à l'intérieur d'Internet. Le fait de connaître le DNS et d'être en mesure de surveiller le comportement de DNS va amener énormément d'informations. Voilà. Voilà,
Pour conclure ma présentation, donc l'important aujourd'hui pour se protéger dans le monde de l'Internet des objets, qui est en train de se développer et d'avancer très vite, c'est d'avoir une vraie stratégie et d'être en mesure d'appliquer cette stratégie aux différents endroits de l'infrastructure, de manière à faire en sorte qu'un objet, même s'il n'est pas répertorié, même s'il n'est pas connu, même si la sécurité n'est pas intrinsèquement à l'intérieur de lui, puisse être au moment où il se connecte, au moment où il échange avec les autres éléments, au moment où il se connecte à un réseau social, vu, connu, et qu'on puisse appliquer une stratégie prédéfinie et l'empêcher par le fait qu'il va chercher à se déplacer à l'intérieur de l'organisation, l'empêcher d'aller à des endroits qui pourraient représenter un risque pour l'organisation. Donc globalement, une infrastructure de réseau moderne peut porter l'ensemble des éléments de sécurité qui vont permettre de revenir et de remettre en place la confiance et de remettre en place une vraie gestion de risque sur l'Internet des objets. Voilà, donc l'Internet des objets, on y va, mais il existe des solutions pour se protéger. Merci beaucoup. Merci Christophe Joly de Cisco pour votre intervention.